Sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous ce vendredi et comme chaque vendredi soir, bonsoir cher Geoffroy. Bonsoir à tous les deux. Philippe de Villiers, on va commencer avec l'information principale du jour. Vous avez comparé souvent ce gouvernement, les gouvernements depuis 2017, au Titanic. On le sait, le paquebot a un nouveau commandant, il s'appelle Michel Barnier. Il a présenté ce jeudi un budget en pleine tempête liée au déficit public et à la dette. Il promet un nouveau cap fixé pour 2025 avec plusieurs dizaines de milliards d'économies, avec des réductions de dépenses et des hausses de recettes. Philippe de Villiers, comment vous analysez le budget présenté par ce nouveau gouvernement ce jeudi soir ? On est peut-être à la veille d'une affaire d'État. Vous savez, moi je suis un chien d'avalanche. Je sens ça parce que il y a quelque chose qui flotte dans l'air du temps que je vais peut-être vous apprendre. C'est qu'en fait, il y a eu au sein des gouvernements précédents, des administrations précédentes, des notes qui ont circulé avec des chiffres qui ont été dissimulés. Il y a des déficits qui ont été cachés à ceux-là même qui auraient dû les traiter. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, d'après les informations, grâce à des informateurs bien informés qui sont dans l'appareil d'État, quand on est vieux, on a des vieux amis, par-delà les clivages, qui vous renseignent. Et d'après ce qu'on m'a dit, en fait, le pouvoir en place a mis les coudes sur les dossiers, sur les notes, en disant « pas touche ». Il y a les élections européennes et il y a les élections législatives. Si l'hypothèse que j'émets, qui est une pure hypothèse, hein, tout le monde peut se tromper, y compris les chiens avalanches, et si l'hypothèse que j'émets est vraie, alors je prédis à la commission parlementaire qui a été demandée par Éric Ciotti, demande judicieuse, va prospérer. Ça, c'est le premier point. Parce que ça porte un nom en droit public, c'est la forfaiture. Il y a un petit SMS de Bruno Le Maire qui répond à France 2, à des journalistes de France 2, et qui dit « La vérité éclatera un jour ». C'est sibyllin. Bon, n'insistons pas. Alors maintenant, sur le fond, pour répondre à votre question. D'abord, on a ce que la presse a appelé ce matin un choc fiscal. Hier soir, j'étais l'invité d'honneur du 20e anniversaire de l'IFP, qui est une institution d'enseignement supérieur absolument remarquable. Et j'étais avec un ami qui est son directeur, Alexandre Peset. Il y avait 250 personnes, des gens de conséquence. Et j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, et tous me disaient, en reprenant le slogan de la gauche en 1986, que j'ai bien connu, « Au secours, la droite revient ». Alors, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont dit ça, et je me suis dit, mais pourquoi ils disent ça? Au secours, la droite revient. C'était la gauche qui disait ça. Et elle pensait à des mesures que Pasqua allait prendre pour la sécurité, etc. Mais là, en fait, il disait, au secours, la droite revient, les impôts arrivent. En fait, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Il y a eu 3 séquences. Je vous les rappelle, ainsi qu'à nos amis qui nous regardent. Première séquence, moi vivant, le drapeau du FLN ne flottera jamais sur Alger. Bon, on la connaît. Nous,
la droite, jamais on augmentera les impôts. Ça, c'est la gauche qui fait ça. Pas nous, pas la droite. Ça, c'est la première séquence, c'est avant d'arriver au pouvoir. Juste après les élections législatives. Si jamais on arrive au pouvoir, si jamais on est nommé, jamais d'impôts. La dépense, on tranchera dans le vif. Deuxième séquence, bon, on ne peut pas faire autrement, mais ce sera les ultra-riches. On part avec la poêle à frire et on détecte les ultra-riches. Comme il y a l'ultra-droite, la fameuse ultra-droite avec gros lardons, vous vous souvenez. Et donc là, on cherche les gros lardons milliardaires. Donc ça rassure les gens, parce que tout le monde se dit, c'est pas moi, c'est mon voisin, tant pis pour lui, et c'est bien fait pour lui. Bon. Et puis la troisième séquence, on y est. Il y en a pour tout le monde. Donc facture d'électricité, facture de gaz, toutes les niches fiscales, etc., indexation des retraites et tout. Il y en a pour tout le monde. En d'autres termes, quelle est la différence entre la droite et la gauche en matière d'impôts? Il n'y en a pas. Voilà. Alors, en fait, vous me direz, je pressais une question des téléspectateurs. Ah oui, mais alors vous proposez quoi? Normalement, un gouvernement de droite, il ne touche pas aux impôts, puisque c'est les impôts les plus élevés de l'OCDE, de tous les pays du monde développé, et il attaque les dépenses. Mais il fait ce qu'on appelle des économies structurelles, et non pas conjoncturelles. Alors les économies structurelles, par exemple, il y a un magistrat éminent que vous connaissez probablement qui s'appelle Charles Prats qui avait calculé que l'immigration coûtait à peu près, en coûts directs et indirects, 50 milliards d'euros. Ce matin, j'ai un ami qui est un haut fonctionnaire du Parlement européen et qui me disait que la contribution nette de la France, elle est de 10 milliards. C'est-à-dire entre ce que nous recevons de l'Europe, par exemple l'Europe agricole, et ce que nous donnons, il y a 10 milliards d'écart. C'est-à-dire 10 milliards qu'on donne comme ça, dont une certaine partie qui part en Ukraine. Là, j'ai lu tout à l'heure, avant d'arriver, que l'impératrice, la haute commissionnaire, Von der Leyen, a décidé d'apporter 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Donc c'est pris dans notre poche, vous voyez. Et il y a 1200 agences en France, comme l'ARCOM, etc., des agences, ce qu'on appelait à Sciences Po les démembrements de l'administration. C'est-à-dire des petites puissances publiques, des petits États dans l'État. Là, il y a des économies à faire. Aucune économie de ce type n'a été faite. Et en fait, alors vous avez dit, pour commencer, vous nous parliez du Titanic. C'est vrai que c'est une expression que vous employez régulièrement. Oui, parce que je suis pas le seul. Tout le monde a l'image du bateau qui coule. Et puis de l'orchestre, avec le Mozart de la finance qui chante, et qui fait chanter « Ce n'est qu'un au revoir mes frères », vous connaissez. Voilà. Et là, en fait, tout à l'heure, il y avait la représentante de la syndicat de police, avec Thierry Cabannes, et qui parlait du ministre de l'Intérieur. Alors Thierry Cabannes lui dit, vous êtes content du ministre de l'Intérieur? Il dit, ah oui, c'est un bon capitaine. Et en fait, je me disais, en l'écoutant, moi qui ai été son colonel, je peux confirmer que le ministre de l'Intérieur est un bon capitaine. Il tient d'une main ferme le gouvernail du radeau de la Méduse. Il commence déjà à se mordre au mollet. Attal est mordu au mollet par Barnier. Wauquiez, mort au mollet Attal. Les premières scènes d'anthropophagie sont pour la semaine prochaine. Le radeau de la Méduse.
Et on en reparlera, je l'imagine, la semaine prochaine, évidemment. Philippe de Villiers, parlons de l'école à quelques jours des commémorations de l'attentat terroriste islamiste d'Arras et le meurtre de Dominique Bernard. Les professeurs restent des cibles. Et la laïcité est contestée au sein des établissements. Nouvel exemple de ces contestations de la laïcité, cette semaine à Tourcoing, une professeure a été agressée. Elle a eu le malheur de demander à une élève de retirer son voile. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute l'avocat de la professeure en question, maître Éric Catelin. Se pose une question, parce que là c'est merveilleux avec les réseaux sociaux, c'est que dès maintenant sur TikTok, elle est l'objet, déjà on a dit son nom a circulé sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui vont prier pour l'auteur des violences, et puis oui, effectivement on peut craindre, j'espère ne pas craindre pour sa sécurité, mais en tout état de cause, il y a toujours des prises de position, des postures qui sont extrêmement désagréables. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, les règles on doit les respecter, les enseignants sont là pour faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires, et il faut réagir. Geoffroy Lejeune. C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois, mais est-ce qu'on doit balayer cette affaire d'un revers de main en se disant que c'est un fait divers et que c'est une altercation entre deux personnes, ou est-ce que c'est un fait de société? Est-ce que le mal est plus profond, Philippe? Je pense que c'est un fait politique, éminemment politique. Je voudrais dire pourquoi. D'abord le voile. Le voile est un signe. Le voile est le signe d'un prosélytisme à feu doux, d'une guerre de basse intensité. Ensuite, l'école. L'école est une cible stratégique pour aller vers une société charia compatible. L'école, elle a été choisie comme cible privilégiée. Et on ne l'a pas vue, puisque ça fait 35 ans qu'il y a l'affaire du voile avec Ernest Chénière, le principal de Creil. En réalité, on n'a pas voulu voir qu'on était devant un phénomène politique. Et si on veut donc résoudre ce problème du voile, il faut aller très au-delà du problème du voile. Il faut sortir l'école de la soumission, où elle se trouve actuellement. Alors sortir l'école de la soumission, ça veut dire d'abord sortir les enseignés de la soumission. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le nombre. L'immigration porte l'islamisation comme la nuée porte l'orage, pour parler comme Marx. Et l'islamisation des classes porte l'islamisme d'atmosphère. Les élèves de France seront, pour beaucoup d'entre eux, sans le savoir et sans que leurs parents le sachent, des petits dhimmis, comme on dit en Orient. Des demi-citoyens. Et les profs sont des demi-profs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on a une école de la dhimitude. On s'y habitue. La soumission des enseignés. Maintenant la soumission des enseignants. Le prof, il est tombé de l'estrade en mai 68. Et aujourd'hui, on assiste à une éclipse de l'intelligence, une éclipse de l'autorité et donc une éclipse des maîtres. On a changé de monde, si vous voulez. Quand nous, on était à l'école, toute génération confondue, le prof, il avait peur de perdre sa classe, selon l'expression. Maintenant, il a peur de perdre la vie. C'est-à-dire qu'il arrive le matin en se disant toute la nuit, j'ai fait tourner dans ma tête le fameux avertissement, on va te faire une Samuel Paty. Et donc, prudence. Et maintenant, c'est ajouté le syndrome Maurice Ravel, c'est-à-dire je préfère fuir plutôt que mourir.
Mais l'essentiel n'est pas là. Il faut sortir l'enseignement de la soumission, car l'enseignement est soumis. L'enseignement, il subit une double censure, le wokistan, l'islamistan. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire grand-chose, notamment sur la France, notamment sur l'histoire. Donc, la semaine dernière, il a fallu faire attention, Madame Genetet, sur l'affaire du 7 octobre, pas de commémoration, et vous allez voir que la semaine prochaine, on va mettre la pédale douce. Donc, en réalité, il y a un problème de transmission. On n'ose plus transmettre ce qui prépare les élèves à aimer la France. On n'ose plus transmettre l'art d'aimer la France. Mais ça va plus loin. Dans la plupart des écoles, alors qu'on a récusé le principe de l'assimilation en France, qui est dans le Code civil, eh bien, on a une assimilation à l'envers. Et face à cela, le président de la République a nommé comme ministre de l'Éducation, je dois avoir une pensée pour elle, parce que c'est pas facile pour elle ce qui se passe. Elle arrive de Singapour. Et son métier à Singapour, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle donne des cours de cuisine à des helpers, on dit. Je parle comme la Macronie, à des domestiques asiatiques. Donc c'est une spécialiste des grumeaux sur la purée. Ça va probablement lui servir. C'est vraiment la personne qu'il nous fallait pour résoudre ce problème. Les helpers, les cours de cuisine. Elle va découvrir la cuisine politique. Madame Genetet. Philippe de Villiers. Alors, pardon, j'ajoute, parce que je l'ai regardé à la télévision, elle lisait son papier, alors elle avait deux mots-clés, les deux mots, les remparts. Premier rempart, la laïcité. Deuxième rempart, la République. La laïcité, qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Ça veut dire la neutralité. Mais face à des gens qui ont la foi, vous ne pouvez arrêter une lame de feu qu'avec une lame de feu. Vous n'arrêtez pas une lame de feu, l'islam conquérant, avec la laïcité. C'est-à-dire le fait de ne surtout pas croire en Dieu, le fait de surtout avoir aucune référence. L'athéisme d'État, c'est pas avec l'athéisme d'État, on n'est plus du temps d'Aristide Briand. Vous comprenez, l'anticléricalisme et l'antichristianisme, c'était un luxe du temps d'Aristide Briand. Alors la République, ils l'ont liquidée à Maastricht, et maintenant ils vont la rechercher pour défendre l'école. Non, en fait, le seul rempart, mais personne n'ose le dire, J'ai pas entendu une seule personne dire ce que je vais dire maintenant. Il n'y a qu'un rempart, les amis, la France. Et il n'y a qu'une manière d'enseigner la France. C'est de dire aux élèves, on va vous la faire aimer. Non pas parce qu'elle est puissante, aujourd'hui elle est tuméfiée, mais parce qu'elle est belle. Philippe de Villiers, vous souhaitez revenir sur une série diffusée sur le service public, qui est intimement liée à l'histoire de France, lancée cette semaine, qui se nomme Notre Histoire de France. Un programme qui entend ouvertement revisiter les grands personnages qui ont fait la France. Et voilà ce que dit le directeur des magazines de France Télévisions. Accrochez-vous bien. L'un des enjeux du programme est de, je cite, déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national. Geoffroy Lejeune. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de citation. On a l'impression d'ailleurs qu'à force d'être déconstruite, notre histoire n'existe plus. Est-ce que vous pensez, Philippe, qu'on peut la réécrire, cette histoire de France et est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire ce que, selon vous, est le roman national? On peut toujours être révisionniste. On peut toujours être négationniste. On peut toujours jouer les forissons du pauvre face à l'histoire, face au réel.
mais ça ne dure qu'un temps. Vous savez, en vous écoutant, je pensais à une conversation que j'ai eue avec mon ami Michel Onfray, et qui m'a appelé en me disant « Est-ce que tu as vu l'émission ?» Je dis « Non. » « Et toi ?» Il me dit « Oui. » Tu peux résumer? Il me dit « Oui. » Les Gaulois étaient des alcooliques et les Romains les ont alcoolisés. Vercingétorix était un collabo et Clovis était un opportuniste qui s'est converti pour des raisons politiques. Quant à Clotilde, c'était une Syrienne. Alors ça, moi qui travaillais sur Clovis pour faire le roman de Clovis, je ne savais pas qu'elle était syrienne. Je croyais qu'elle était burgonde, catholique burgonde. Et en fait, Michel a résumé magnifiquement les choses comme d'habitude. Il n'y a pas de grandeur, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'envergure, il n'y a pas d'étoffe. Or, si on veut faire aimer l'histoire, il faut la coller au légendaire. Sinon, elle n'a pas de relief. Elle n'a pas de cœur. Elle ne transmet pas d'émotion. Et en fait, vous parlez du roman national tous les deux. Et en fait, il faut savoir que le roman national est né d'une défaite, d'un traumatisme. Sedan, la défaite de Sedan en 1870. Et là, c'est la panique dans les rangs de tous les républicains. Ils se disent, voilà, on commence à comprendre que l'évangile des droits de l'homme ne suffira pas à étancher la soif des mémoires en manque, des âmes appelantes, palpitantes. Il n'y a plus le ciment onctueux du Saint-Crème qui servait de fédérateur. Et donc, il faut chercher des nouvelles huiles laïques pour remplacer le Saint-Crème disparu. Et on cherche une figure métaphorique d'une France à aimer, à célébrer, qui soit un fédérateur de substitution. Et c'est là que paraît celui qu'on va appeler l'instituteur national, Ernest Lavis. Personnage extraordinaire qui dit l'ancienne unité est morte, il est urgent d'en trouver une nouvelle. La quête vitale, haletante des exaltations manquantes va pousser les historiens républicains, Quicherat, Michelet, Anatole France, à inventer une mise en image allégorique pour déposer dans le cœur de chaque petit Français, dans le sillage de chaque petit Français, un peu de nos tendresses enfouies. Et si je parle de ça, c'est parce que moi j'appartiens à la dernière génération du roman national. Mai 68, le roman national reçoit un cocktail Molotov tiré depuis la Sorbonne à partir du graffiti, le cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Le vieux monde, c'est nous, c'est le roman national. C'est fini. C'est fini l'épopée. L'histoire est livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Les historiens deviennent des médecins légistes, il n'y a plus de chronologie. Et les médecins légistes en question ouvrent la voie à la mémoire pénitentielle. Il y a désormais une histoire haram et une histoire halal. On revient à l'école. Et la question se pose, surtout depuis le collège unique de Giscard en 1974, qui fait de l'histoire une discipline d'éveil, la question se pose, est-ce qu'un peuple peut vivre longtemps sans mémoire, sans souvenir, sans héritage, alors qu'une nation, c'est un lien. Une nation, c'est un lien. Est-ce qu'un peuple peut vivre
quand il a perdu l'amour. Un peuple, c'est un peuple amoureux. Et l'ablation de l'histoire de France est un crime odieux de la part de tous les politiciens. Et donc l'urgence des urgences, ce serait aujourd'hui de réinventer le roman national. Parce que le premier droit d'un vieux peuple, c'est le droit à la continuité historique, c'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés nos mélodies manquantes. Philippe de Villiers, j'ai reçu un message d'une téléspectatrice avertie qui regarde chaque vendredi notre émission et votre émission et qui disait que vous aviez une parfaite analyse du roman national. Et en revanche, elle disait que Clotilde était bien burgonde dans l'épisode et on salue nos amis de France Télévisions. Ah bon? Voilà, c'est un petit détail. Je ferme la parenthèse. Parlons de la famille et de la natalité, Philippe de Villiers. Vous l'aviez abordé très rapidement la semaine dernière, la question de la famille est un sujet tabou. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, une partie de la campagne est en train de se jouer sur une politique publique de natalité, sur la question de la famille. Et en Italie également, le gouvernement Meloni veut relancer la natalité en baissant les impôts des familles. Geoffroy Lejeune. Mais même en France d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même en a parlé il y a quelques mois. Pourquoi selon vous, Philippe, c'est urgent aujourd'hui, il est urgent de remettre cette question de la natalité et de la famille au cœur du débat public? Emmanuel Macron, il avait parlé du réarmement démographique. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, c'est une expression assez curieuse. Bon. Alors, la famille, c'était un mot tabou, là. Là, je franchis le Rubicon, là. La famille. Alors, allons-y. La famille, on s'en prend à la famille, enfin, toute l'intellocratie française s'en prend à la famille depuis longtemps. Vous vous souvenez d'André Gide, « Famille, je voulais ». Et je me souviens d'une phrase de Hervé Bazin qui disait « Où est-on mieux que dans la famille ?» Réponse « Partout ailleurs ». Donc le travail de ça a commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'hiver démographique qu'on pourrait même appeler l'ère glaciaire démographique, quand on voit les chiffres, d'un effondrement de la natalité. Et on est passé du baby-boom au baby-crash. Et celui qui s'est enorgueilli d'avoir cassé le moule, d'avoir donné un coup fatal à la famille et à la natalité, c'est François Hollande, avec la fin de l'universalité des allocations familiales. C'est un tournant. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'effort distinctif pour encourager la natalité. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la définition même de la famille a été troublée. Elle est devenue trouble. On est entré dans une période de rupture anthropologique, je devrais même dire d'hérésie anthropologique, avec l'obscurcissement de la vérité sur l'homme et la femme. Alors même que la parentalité maternelle et paternelle a fait ses preuves. Et donc il faut revenir à une définition de la famille. Alors je vais oser une définition de la famille. Depuis des millénaires, la famille, c'est une communauté de vie et d'amour fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme, ouverte à la vie et qui est la cellule de base de la société. Je me souviens de Michel Debré, cette expression il l'utilisait dans chaque discours, la cellule de base de la société. Et il disait, si on touche à la cellule de base de la société, il n'y aura plus de société. On aura une dissociété. Voilà, nous y sommes. Donc, il faut une politique familiale. D'ailleurs, l'Italie
mène une politique familiale récente, Mme Meloni. Mon ami Viktor Orban mène une politique familiale remarquable. Il n'y a qu'en France qu'il n'y a pas de réflexion là-dessus parce que c'est tabou. Alors la politique familiale, pourquoi une politique familiale? Parce que toutes les enquêtes montrent qu'il y a un écart entre le désir d'enfant des femmes françaises et la fécondité. C'est-à-dire il y a le désir d'enfant est de 2,3 et la fécondité de 1,7. Et c'est pour combler cet écart qu'il faut une politique familiale. Alors évidemment, pour avoir une politique familiale, il faut oser dire la chose suivante. Qu'est-ce que la famille? C'est un lieu de socialisation de l'enfant. C'est tout bête, mais il faut le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman. Sinon, il y a un manque affectif, un manque d'équilibre. C'est le point d'équilibre, un papa et une maman. Et on a vu d'ailleurs avec les émeutes, tous les journalistes, tous les hommes politiques disaient « Ah, la société sans père ». Voilà. Et ensuite, il faut, pour qu'il y ait une vraie politique familiale, mettre les enfants, abriter les enfants de l'idéologie présente aujourd'hui à l'école où on leur explique qu'ils peuvent changer de sexe. Il y a un livre remarquable de Sophie Udiger, qui intervient souvent chez Sonia Mabrouk à midi, qui est la responsable de SOS Éducation, un livre qui s'appelle « L'éducation sexuelle à l'école », qui vient de paraître aux éditions Artege, que je recommande, et qui dit ça magnifiquement, avec beaucoup de courage et d'intelligence. Et donc il faut réaffirmer l'universalité des allocations familiales, et puis ensuite regarder ce qui se passe ailleurs, ce que font les autres, parce que c'est un problème européen. Et en fait, l'Europe est en train de devenir un trou noir sur le plan démographique. Et ça arrange les commissaires, et ça arrange les idéologues, parce qu'ils veulent substituer la population immigrée à la population historique. Le peuple historique européen est en train de disparaître, et ils sont en train de faire venir, notamment d'Afrique, les bras qui manquent au patronat, qui a toujours été, depuis Georges Pompidou, favorable à la migration. C'est ce qu'ils appellent les métiers en tension, c'est-à-dire une manière de payer moins cher la main-d'œuvre. Autre sujet, Philippe de Villiers, on va parler de la guerre des gangs et du trafic de stupéfiants. Cette guerre a fait 2 nouvelles victimes à Marseille ces derniers jours, dont un chauffeur VTC de 36 ans. Il s'appelle Nassim, il était joueur de football amateur. Il n'était absolument pas impliqué dans le trafic de drogue. Froidement tué par un criminel présumé de 14 ans, qui allait exécuter un contrat commandité depuis une prison. Depuis des années, on parle, et ce gouvernement et le chef de l'État parlent de guerre contre la drogue. Je vous propose une petite séquence, puisque Emmanuel Macron faisait de Marseille son Marseille en grand, où on a récupéré quelques déclarations depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis 5 ou 6 ans, d'Emmanuel Macron à Marseille, justement. Il y a une criminalité de plus en plus violente qui est largement liée au trafic de drogue. Nous accélérerons les nouvelles arrivées. 100 policiers sont arrivés en 2021, d'ores et déjà. 200 policiers arriveront en 2022. Tous les engagements pris il y a 2 ans ont été tenus. Et les premiers résultats sont là. 70 points de deal supprimés en 2 ans, ce qui est une baisse de 43%. Par une stratégie de pilonnage, 3 commandos de tueurs interpellés, 600 armes saisies, dont 50 Kalachnikov pour la seule année 2023. L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne impossible. Parce que justement, il n'y a pas de discours de défaite. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un discours de défaite. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille. Il y a déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Déclaration d'Emmanuel Macron depuis 2021. Geoffroy Lejeune.
Alors, sans même commenter ces images qui parlent d'elles-mêmes, vous avez souvent décrit, Philippe, ici même, le basculement progressif de la France vers quasiment un narco-État. Mais est-ce que vous croyez qu'avec cette affaire, cette semaine à Marseille, ou ce qui s'est passé à Cavaillon, est-ce que vous pensez qu'un nouveau cap a été franchi? Ah oui, incontestablement. C'est un nouveau palier. D'abord parce que il nous permet, cet événement, de voir l'évolution de la prison. Il faut ouvrir les yeux sur la prison. Donc je résume, on a un commanditaire qui commande un crime de sang depuis sa cellule, qui paye le bénéficiaire qui va opérer depuis sa cellule. Et on découvre ensuite qu'il a 3 portables dans sa cellule. Et les policiers de Marseille, on les a vus d'ailleurs s'exprimer cette semaine chez Pascal Praud, expliquent que les cellules de la prison sont souvent des zones de non-droit. On y retrouve la transposition du caïda. Et la drogue et les portables entrent dans la prison aussi facilement que jadis le grain à moudre dans les moulins avant. Donc, la prison, aujourd'hui, n'est plus vraiment la prison. Et puis, il y a la sémantique qui va avec. Moi, ça me frappe beaucoup parce que je fais toujours attention aux mots, à la course des mots. Premier mot, qui devient maintenant un mot du vocabulaire courant, chez les magistrats eux-mêmes, narcomicide. Un narcomicide, c'est un homicide appliqué au narcotrafic. Et j'ai lu un papier des magistrats de Marseille, peut-être le procureur, c'est pas un reproche que je leur fais, au contraire. Ils disent, il y a eu 17 narcomicides depuis le début de l'année, à Marseille. Voilà, il y a un mot nouveau qui est arrivé. Ensuite, il y a un deuxième mot que moi je ne connaissais pas, les sicarios. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un mot qui vient d'Amérique du Sud. Et un troisième mot qu'on utilise maintenant à longueur de colonne dans les journaux, c'est la mexicanisation. Et effectivement, d'après mes informations, le taux d'homicide à Marseille est équivalent à celui du Brésil et du Nicaragua. Mais derrière ces évolutions, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave. C'est qu'effectivement, il y a plusieurs points de bascule. En 2024, et j'y ai pensé cette semaine parce que en voyant ce qui s'est passé à Marseille, parce que on en a souvent parlé déjà. Alors le premier point de bascule, on en a parlé, c'est le fourgon d'Incarville. Pourquoi c'est un point de bascule? Parce que nous n'étions plus dans une guerre de gangs, dans une guerre de bandes qui défendent un territoire. Nous étions là dans une guerre de commando contre la puissance publique. Et on a parlé à ce moment-là, c'était la première fois que j'entendais ça, moi, de la sud-américanisation de la France. Ensuite, l'autre point de bascule, c'est le rapport du Sénat. Il y a un rapport du Sénat qui dit, remarquable, qui dit « attention à la corruption ». Et qui rejoint ce qu'a dit un policier de Marseille il y a 2 jours. On est maintenant moins fort qu'eux. On a moins de moyens qu'eux. On est moins riche qu'eux. Ils sont plus forts que nous. Et donc, la tentation de la corruption, elle est là. Mais surtout, ce que dit ce rapport, c'est qu'ils ont développé un État parallèle qui a sa hiérarchie propre, qui a ses autorités propres, son organisation propre, son économie propre, sa société, sur l'ensemble du territoire national.
Et puis le troisième point de bascule, c'est le mot des magistrats, sous serment, qui disent non, c'est plus un fléau, c'est la guerre. Et ils disent on est peut-être en train de perdre la guerre. Le mot leur vient naturellement. Pendant que tous les hommes politiques, y compris Emmanuel Macron, dans son verbe verbeux, parlent de fléau. Mais non, on n'est plus dans le fléau, là. On n'est plus dans les années 60, là, où les mecs faisaient sniff à l'Assemblée. Là, on est devant une guerre. Vous avez parlé du narcotrafic. Le narcotrafic, je répète, premièrement, il se joue des frontières. Donc, quand vous avez 200 tonnes de cocaïne qui arrivent à Rotterdam et Anvers, que vous avez plus de frontières intérieures, la drogue, elle arrive à Marseille. Ensuite, le narcotrafic, il ubérise les réseaux. Il y a une différence entre le narcotrafic et Michel-Édouard Leclerc. C'est que Michel-Édouard Leclerc, il a des centres Leclerc partout en France, alors que le narcotrafic, il a des dealers. C'est un réseau parallèle, vous voyez. Sauf qu'à mon avis, il est plus riche que Michel-Édouard Leclerc, parce qu'il y a 6 milliards d'euros maintenant de chiffre d'affaires. Et puis, enfin, c'est un marché de masse. Et le marché de là, vous avez vu l'affaire de Cavaillon. C'est en dit long. Cavaillon, c'est une petite ville. Donc, en fait, c'est toute la campagne maintenant qui est atteinte. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je répète, il faut premièrement la répression. La répression, ça veut dire un arsenal répressif qui mette fin au message d'impunité avec des peines lourdes et effectives. Et ensuite, la prévention. Et là, je suis stupéfait. J'ai écouté, j'ai regardé cette semaine. Il n'y a pas un homme politique, il n'y en a pas un. Alors, vous me démentirez peut-être, qui dit il faut mettre fin à Schengen. Là, on est sur le sacré. Là. Il n'y a rien à faire. Ils ont tous peur de l'Europe, en fait. Oui. Et si on ne rétablit pas les frontières, vous voyez, par exemple, il y a des pays où la drogue, elle est dépénalisée. Le cannabis est légal. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pays, le nôtre, qui lutte contre le cannabis et en même temps, sans avoir de frontières avec des pays qui ont légalisé le cannabis. Enfin, ça tombe sous le sens. Un enfant de 10 ans comprendrait ça. Bon. Et donc, il faut rétablir les frontières, c'est-à-dire en fait une politique de sevrage et de tarissement qui servira aussi pour les armes, parce que les armes, elles arrivent parce qu'il n'y a pas de frontières dans les coffres des voitures. Et une politique de sevrage et de tarissement qui permettrait de couper la chaîne d'approvisionnement. Parce que c'est ça le problème majeur. Alors on dit, oui, il faut une chaîne pénale, les juges, etc. Mais une fois que la drogue chez nous, elle circule, et si on avait l'idée, pour empêcher qu'elle circule, de l'arrêter au départ plutôt qu'à l'arrivée. Oh, j'aurais pu faire de la politique. Hein. Il est un peu moins de 20h sur CNews et je pense aux téléspectateurs qui nous suivent depuis septembre 2023 et qui avaient l'habitude est-ce qu'on se dise au revoir à 19h50. Je le dis depuis la semaine dernière, nous jouons les prolongations pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs. Parlons d'un autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Cette semaine... Si vous en avez marre, vous changez de chaîne. Ah, j'interdis les téléspectateurs de changer de chaîne. C'est pas beaucoup arrivé quand même que quelqu'un propose aux gens de changer de chaîne. C'est clair. Il faut avoir confiance en soi. Emmanuel Macron, vous en parliez sur Marseille. Emmanuel Macron qui a déclenché une crise diplomatique avec Israël en appelant à interrompre l'envoi d'armes. Honte à Emmanuel Macron, a répondu Benjamin Netanyahou quelques heures avant les commémorations du 7 octobre. Le président de la République a ensuite été copieusement hué pour la soirée d'hommage lundi soir, mais restons sur l'aspect diplomatique. Alors je vous écoute le vendredi soir, Philippe de Villiers, mais désormais je vous lis également le mercredi pour le JD News. Et dans le JD News, vous avez écrit un éditorial dont l'intitulé est éloquent. Le maître des horloges
a perdu son gousset. Qu'entendez-vous par là, Philippe de Villiers? Alors je vais prolonger ce que j'ai écrit, parce que maintenant je vais aller plus loin que l'éditorial en question dans le JD News, dont je salue le grand patron, avec notre ami Laurence Ferrari. En fait, le tic-tac du en même temps me fait penser à la pendule d'argent de Jacques Brel. La pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Elle attend Emmanuel Macron. C'est une fin de règne. Le salon du Quai d'Orsay se vide. Il n'abrite plus qu'un fantôme de diplomatie. Le fauteuil de M. de Vergennes est occupé par des ludions successifs. Et donc, aujourd'hui, nous avons un grand vide diplomatique au cadran solaire de la mémoire longue. On se demande comment la France a pu faire pour bazarder en si peu de temps 1000 ans de savoir-faire diplomatique. Et dans la même semaine, on a eu un affolement des aiguilles. Écoutez bien, j'ai fait un rapprochement tout bête. En quelques jours, Emmanuel Macron exprime la volonté de suspendre les livraisons d'armes d'Israël contre l'Iran dans une guerre du djihad global qui nous concerne. Et en même temps, il envoie son ministre des Affaires européennes, qui était un féodé à Washington, M. Haddad. Il l'envoie voir le Scholz, l'Allemand, pour accélérer les livraisons d'armes, donc pour aller sur le territoire russe, prendre ce risque-là, qui était un risque thermonucléaire. Donc d'un côté, il ne dit pas de livraison d'armes pour Israël, dans une guerre qui nous concerne, et il veut accélérer les livraisons d'armes dans une guerre qui ne nous concerne pas, qui concerne deux peuples slaves, où il n'y a que des risques à prendre, alors que le conflit, on en parlera prochainement, on en connaît maintenant la direction. Il faut faire la paix. Et il vaut mieux que la France fasse la paix plutôt qu'elle soit à la remorque des autres, notamment la Turquie, qui se prépare comme puissance médiatrice. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit, à partir de l'exemple d'Israël, je me suis dit, en fait, une diplomatie, vous n'avez pas de diplomatie quand vous êtes dans l'allégeance. Or, la diplomatie française, c'est une diplomatie de l'allégeance. La France est devenue un État vassal. Alors, je prends quelques exemples. Pour l'affaire du Proche-Orient, Emmanuel Macron, il surveille les banlieues et il dit « je ne peux pas bouger, il ne faut pas que je bouge, donc il ne faut pas que j'aille à la manif contre l'antisémitisme, il ne faut pas qu'on livre des armes, parce qu'il surveille les banlieues. Donc en fait, il est un État vassal des banlieues. La France est un État vassal des banlieues. On surveille les banlieues. On a peur que ça pète. On a un État dans l'État. Un petit État dans le grand État. Petit État deviendra grand. Ensuite, deuxième exemple, l'Ukraine. Là, on est un État vassal de l'Amérique, de l'OTAN. Inutile d'épiloguer, ça se voit à l'œil nu. Troisième exemple, l'Europe. Quand le 5 mai dernier, Emmanuel Macron a reçu le président chinois, il était flanqué, souvenez-vous, de la haut-commissionnaire Van der Leyen, l'impératrice. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la compétence commerciale, juridiquement. Et enfin, on est un État vassal à cause de notre idéologie, parce que
on a quitté l'Afrique, on s'est fait virer de l'Afrique, notamment parce que Emmanuel Macron tenait à une chose qui n'est pas su. Il a nommé un ambassadeur pour les personnes LGBT. Alors, en Afrique, ça, la moraline sur les LGBT, ça ne marche pas. Et donc, en fait, on multiplie les allégeances et de ce fait, on a une demi-souveraineté. Philippe de Villiers, il nous reste encore quelques minutes et vous allez nous parler de Napoléon. Octobre 1840, la dépouille de l'empereur est exhumée de la tombe à Sainte-Hélène. Une opération est effectuée par des soldats anglais en présence d'une délégation française. Ainsi débute la première étape du retour des cendres de Napoléon en France. En fait, ça dure pendant toute la période de l'émission. Ça se termine en décembre, ça commence au mois de mai. C'est une histoire extraordinaire. Mais une belle histoire allégorique, vous allez voir pourquoi. Donc le 5 mai 1821, Napoléon meurt, il rend l'âme sur l'île de Sainte-Hélène. Cette nouvelle ne suscite aucun mouvement, aucun sentiment dans notre pays, aucune émotion. Pourquoi ? Parce que depuis 1814, l'empereur en exil est entouré d'une légende noire. Les pamphlets se multiplient et c'est un véritable réquisitoire sans retenue partout. Toutes tendances confondues. On dit le croque-mitaine, on parle de l'ogre corse et encore du nouveau Néron. Et puis tout bascule. C'est extraordinaire comme histoire. Tout bascule à cause d'un livre, à cause d'un journal, tenu par un compagnon d'exil de Napoléon, qui était un ancien garde-marine, voisin de lui de Charette, François Athanase Charette de la Contrie. Et Lascaz, en fait, puisqu'il s'agit de lui, a écrit et publié le Mémorial de Sainte-Hélène. C'est dans ce mémorial que Napoléon dit « Quel roman est-ce donc que ma vie ?» Et là, la légende noire va devenir une légende dorée. On va oublier le despotisme et redécouvrir la gloire. On est dans le romantisme. Et donc, on rêve à nouveau des chevauchées de Murat, du pont d'Arcole, des neiges de Moscou même, qui deviennent de belles neiges, et du soleil des pyramides, qu'on n'oubliera jamais. Et donc le 7 juillet 1840, vous l'avez dit, la frégate La Belle Poule quitte la rade de Toulon, destination Sainte-Hélène. Et le 11 octobre 1840, c'est le retour des cendres, comme on dit, de Napoléon. C'est-à-dire qu'on exécute en fait le testament qui était le sien, qu'on va retrouver sur son tombeau. Il dit « Je veux être enterré près de la Seine, au milieu du peuple français. » Le char funèbre va traverser Paris, il passe sous l'Arc de Triomphe, il descend les Champs-Élysées, il traverse le pont de la Concorde, on entend battre les tambours lointains, au champ. C'est une montagne d'or qui se déplace, on la voit de loin. Le cercueil est soutenu sur des boucliers géants par 14 statues et un crêpe noir immense entoure le char qui est tiré par 14 chevaux empanachés de noir. Le char funèbre
arrive aux Invalides à 2h de l'après-midi. La cérémonie religieuse se tient en présence de la famille royale, de tous les députés, de toutes les personnalités. On entend le requiem de Mozart. Le sarcophage sera en porphyre rouge. En fait, tout cela s'inscrit dans la belle ordonnance française de l'épaisseur du temps. Nous sommes là devant un geste de continuité glorieuse. Réfléchissons un instant. Louis XIV a décidé de dessiner un hospice palatial pour ses soldats estropiés. Napoléon accompagnera Turenne et Vauban, puis c'est le maréchal Foch qui fera son entrée aux Invalides, et donc les poilus se retrouvent aux côtés des régiments du royaume et de la Grande Armée. Eh bien moi je dissocie une nation qui est capable de dessiner, d'ériger des palais pour ses soldats, pour leur vieillesse, pour leur repos, est une nation qui a reçu non seulement la puissance du glaive, mais aussi le sceptre des arts. Eh bien, un grand merci Philippe de Villiers. Merci à vous pour cet hommage rendu et ce retour dans l'histoire à travers Napoléon. Ça va plaire à mon grand frère, ça, qui est fan de Napoléon. Je vais lui dire attentivement. Merci Geoffroy Lejeune. Merci à vous. Merci à vous. La semaine prochaine, on se retrouve. Je rappelle, le 30 octobre prochain, votre livre Mémoricide. Je rappelle qu'autour de ce plateau, une personne l'a à disposition, une autre ne l'a pas.